Bonjour François, merci pour l'interview. Tout d'abord, je vais commencer par. Tu commences par te présenter un petit peu, expliquer pourquoi tu es devenu CTR et quel parcours tu as eu. Oui, moi je m'appelle François Trarieux. Donc ça fait 5 ans que je suis CTR du Limousin. Mon parcours scolaire, donc j'ai un bac S, une licence TAPS entraînement et j'ai un master 1 de entraînement, préparation physique et mentale et management du sport à Dijon. Voilà, après au niveau sportif, j'ai été cycliste coureur jusqu'en Espoir 4. J'ai participé à toutes les épreuves du calendrier fédéral, championnat de France, challenges nationaux, etc. Et puis après, j'ai passé mon concours, j'étais Espoir 4 justement, mais je ne m'attendais pas à l'avoir directement, donc c'était plus une année pour moi pour préparer. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être moyen de l'avoir, donc j'ai bossé à fond, et puis j'ai fini par l'avoir. Voilà, voilà. Et de tomber si jeune dans le rôle de CTR, ça n'a pas été compliqué au début. Bah, Après, je pense que voilà, c'est la difficulté pour moi était plus de passer du statut de sportif au statut de CTR, sachant que je reviens dans ma région d'origine. Donc après, bon, il a fallu un petit temps d'adaptation par rapport à certaines personnes, mais je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Voilà. Et pour toi, c'était vraiment une vocation depuis le début, tu le sens. Ouais, enfin une vocation, je sais pas. Moi j'ai découvert le métier de CTR sur les sélections régionales quand j'étais cadet. Et puis après, quand j'ai vu un peu à quoi ça correspondait le métier, j'ai très vite vu que je ne pourrais pas faire une carrière dans le cyclisme au niveau professionnel, donc ça ne m'intéressait pas de faire une carrière amateur pendant plusieurs années, donc j'ai préféré. Non mais voilà, j'ai préféré arrêter. Enfin arrêter. J'ai préféré privilégier mon parcours sportif. Après voilà, c'est un choix personnel, j'ai pas de jugement sur ça, mais voilà, juste que moi je préférais vite m'orienter et pour être indépendant aussi vis-à-vis de ma famille, donc voilà, je voulais pas trop traîner, donc j'ai préféré bosser à bloc et puis voilà. Donc retour dans le Limousin. Voilà. Donc du coup, le Limousin, justement, en ce moment, on voit pas mal d'articles dans la presse sur, sur le TR et sur tout ce qui se passe au sein du comité. Oui. Explique-nous un peu l'émission justement que tu as mis en place et par qui elles te sont. Moi, l'équipe technique régionale, quand je suis arrivé, elle était déjà assez structurée, c'est-à-dire que le CTR précédent avait déjà mis en place une équipe. Donc c'est vrai que quand on arrive après quelqu'un, déjà on va pas dire à tout le monde, je gère tout le monde et puis j'en constitue une équipe. Bon, la chance que j'avais entre guillemets, c'est que je connaissais déjà tout le monde quasiment parce que vu que j'étais issu de la région, je connaissais déjà voilà, 95% de l'effectif. Donc après, j'ai repris un petit peu le fonctionnement, mais il a fallu quand même mettre en place notamment toute une structuration au niveau de l'organisation, c'est-à-dire que c'était une gestion plus, on va dire, au coup par coup. Il n'y avait pas forcément de réunions planifiées auparavant pour préparer la saison, de documents de suivi pour évaluer les actions. Euh, donc voilà, tout un tas de choses qui ont fait qu'il a fallu adapter, on va dire, le contenu de mes interventions et puis aussi proposer des formations aussi récurrentes pour former et reformer des éducateurs. Parce que comme d'année en année, il y a des membres qui arrêtent, et il a fallu effectivement reformer de nouvelles personnes pour les remplacer. Donc ça fait aussi partie, on va dire quelque part, les formations fédérales servent aussi quelque part de vivier pour reconstituer petit à petit des postes sur le terrain. Et après, bien sûr, comme tu disais, tu connaissais 95% du TR en tant que personne encadrée. Ça n'a pas été compliqué de passer du rôle de personne encadrée à celui qui. Bon, après, il y avait des disciplines sur lesquelles je n'y allais jamais, donc il n'y avait pas forcément de problème. Pour te faire accepter par rapport à. Il n'y avait pas forcément de problème de ce côté-là, vu qu'ils ne me connaissaient pas, que moi je ne les connaissais Ouais. pas non plus. Après, pour les personnes qui m'ont connu comme coureur, bon voilà, après il n'y a pas eu forcément. Enfin, justement, elles ont été assez ouvertes, et puis elles n'ont Ouais. pas cherché à mettre des bâtons dans les roues, donc après, bon, il ne faut pas non plus chercher à s'imposer, et puis vouloir faire chez Fayon, donc
je préfère, comme on travaille, j'ai une ETR qui est constituée essentiellement de bénévoles. J'ai très peu de membres, comme en Rhône-Alpes, en Bretagne, ils ont beaucoup de cadres brevetés d'État. Moi, j'ai pas forcément la même gestion humaine aussi, et puis la même gestion après en termes de financement, où là, effectivement, ben, on est obligé aussi plutôt d'avoir un mode de communication plus ouvert, et puis peut-être un peu plus, voilà, on va dire sur la sympathie, et puis alors que dans notre comité, on va dire, il n'y a pas forcément besoin d'avoir ce relationnel-là pour fidéliser aussi les personnes, quoi. Parce qu'il y en a qui viennent juste pour, enfin qui viennent également pour faire un complément de salaire. Et c'est vrai qu'après, bon, ils ne cherchent pas forcément le côté relationnel. Alors que moi, j'ai beaucoup de bénévoles, la plupart, ils cherchent aussi à passer un bon moment au niveau en tant qu'encadrant, donc forcément, ça, il faut le prendre en compte aussi. Donc, on va dire, j'essaye quelque part de remplacer le côté financier par, on va dire, le côté sympathique. Et puis après, voilà, je valorise mes équipes en les équipant régulièrement sur des vêtements, sur des tenues cyclistes, etc. Bon, il y a des fois des déplacements qui peuvent être également donnés. Mais voilà, c'est ma manière à moi de plutôt de gérer en termes de valorisation le TR. Et justement, en parlant de financement, le TR, il finance comment comme ça? Alors, moi, il faut savoir que je suis sur mes formations fédérales notamment, je fais rentrer de l'argent. C'est-à-dire que dans le coût de formation, c'est prévu qu'effectivement, au fur et à mesure de la saison, mais avec toutes les formations qui sont faites, ça puisse faire un budget au niveau du comité, donc avec les recettes, pour pouvoir financer effectivement tout ce côté que j'ai parlé auparavant, sur les frais de déplacement, sur les achats vestimentaires. Et puis après, j'ai encore une direction régionale qui me permet d'avoir un petit budget complémentaire, 2500 € de vacation. Bon, c'est pas forcément grand chose, mais ça m'a permis par exemple cette année de financer l'ensemble de l'action de mon intervenant BMX, qui est breveté d'État. Et voilà, donc, sans ça que j'aurais pas pu le faire et on n'aurait pas pu avoir d'action sur le BMX. Et après, le sponsoring, pas du tout. Après, de toute façon, le sponsoring, Privé, enfin, c'est privé. le budget sponsoring, on va dire que le budget sponsoring, il est établi sur les différentes commissions. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de commission technique également comme dans notre comité. Moi, j'ai un budget qui est établi sur les différentes commissions. Par exemple, la route, c'est 15 000 €, le cyclocross, c'est 8 500. Donc en fait, après, c'est chaque responsable de commission qui gère le budget. Mais c'est moi, par contre, qui détermine, bien sûr, avec lui. C'est moi qui priorise quand même les objectifs et puis les plans de rédaction qui sont mis en place. D'accord. Et donc, justement, au niveau du fonctionnement de l'ETR, tu dis c'est une personne qui gère son. Voilà. Après, ça dépend des disciplines, ça dépend aussi des catégories, ça dépend. Voilà. Bon, à titre d'exemple, voilà, moi je fais un organigramme, on va dire c'est plus pour l'ensemble des clubs, pour qu'ils aussi ils identifient sur les courses, et puis aussi ben, s'ils ont des questions à poser, les personnes. Et par exemple, sur le TFJC, j'ai une personne qui est responsable et c'est elle qui gère aussi en interne. Enfin, l'équipe d'encadrement est rattachée à l'ETR, mais c'est elle qui les gère. C'est-à-dire que moi, je lui délègue vraiment la partie encadrement TFJC. Moi, on va dire, je regroupe tout le monde en début d'année. Par contre, c'est elle qui va gérer, on va dire, toute la partie organisation de stage, etc. Nous, on se voit, on va dire, tous les deux, mais par contre, on ne fait pas tout le temps les réunions avec tout l'ensemble de l'équipe d'encadrement. C'est-à-dire, en cyclocross, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en cyclocross, j'ai un référent logistique, je fais tout ce qui est hôtel, machin truc. Et après, moi, j'ai les mécanos. Mais c'est lui qui a pris l'habitude, avant même que j'arrive, d'organiser la saison avec les mécanos, donc de les placer sur les déplacements, etc. Et de ce fait, moi, je le laisse, on va dire, sur cette partie aussi des responsabilités. C'est-à-dire, pour qu'aussi ça soit un management de performance, je pense qu'il faut aussi faire en sorte qu'il y ait de l'autonomie, et puis que les personnes se sentent, on va dire, compétentes. Si je passe derrière tout le monde à chaque fois pour dire fais ci, fais ça, bon, le fonctionnement autocratique, ça va 2 minutes. Mais après, voilà, ça fait partie aussi de mes tâches de management. D'accord. Donc après, pour revenir un peu plus sur tes missions au sein du comité, enfin, quelle mission concrète as-tu à mettre en place au sein du comité Limousin et par qui ces directives sont tenues? Ben, comme tous les CTS, moi déjà je suis un cadre d'État de la fonction publique, donc
déjà, la première des choses, c'est de mettre en place les orientations du ministère des Sports dans les différents champs du sport. Après, voilà, moi j'ai une lettre de mission qui est établie tous les ans. Pour l'Olympiade, bon, elle est renouvelée tous les ans s'il y a 2-3 modifications à faire, qui précise mes domaines d'intervention, mes missions, les critères d'évaluation des missions, et après, effectivement, je dépends de la direction technique nationale de la fédération, qui dicte également nos domaines d'intervention, en lien effectivement avec la politique régionale, qui fait que voilà, je suis placé, comme la plupart des CTR, sous 3 autorités. Mon autorité administrative, c'est celle du directeur régional, jeunesse et sport. L'autorité technique, c'est mon DTN. Et l'autorité fonctionnelle, c'est le président du comité. Et ce trinôme, des fois, c'est pas un peu compliqué à gérer, ça se passe. Non, après, chacun, on va dire. Chacun a la même vision des choses. Non, non, c'est pas. Avec des visions différentes, je sais pas. Non, après, ce cas, c'est que c'est pas du tout les mêmes. On va dire que la direction régionale de ces sports, elle a plus une mission de transversalité entre les différentes disciplines. Donc par exemple, voilà, j'interviens moi sur les transports de nature, vu que le cyclisme est une discipline qui est rattachée. J'interviens également dans le cadre des formations de l'ATR. Après, quand on regarde au niveau de ma lettre de mission, moi c'est déterminé sur 4 champs. Le premier champ, c'est le développement du sport pour tous, donc c'est la masse. Donc c'est également mettre des projets de développement en place, notamment dans le milieu scolaire, dans les zones sensibles. C'est également accompagner comment dire, les organisateurs, les clubs dans leur démarche également. Donc voilà, c'est tout ce volet-là, qui on va dire qui est plus en lien quelque part avec la politique de l'État. Après, j'ai le champ numéro 2 qui est plutôt sur l'accès au niveau. Là, c'est qu'à 45% de mes missions sont là-dessus, c'est-à-dire que c'est l'encadrement des sélections régionales, c'est le suivi de la détection, donc du plan national qui est mis par la fédération. Donc je me rends sur les départements. Ensuite, je réunis les meilleurs cadets au niveau régional. Et après, effectivement, il y a l'accompagnement des athlètes qui sont listés, du pôle espoir, de Guéret, inscrit au sein du parcours de la sélection sportive. Et après, voilà, tout versant sélection régionale, préparation, sélection et encadrement. Donc, effectivement, là, j'ai eu la préparation des athlètes sur les stages. La sélection, je me rends sur des courses pour évaluer les coureurs. Et puis après, effectivement, il y a l'accompagnement ou l'encadrement en tant que tel, où je me rends sur les épreuves, soit pour des épreuves de préparation, soit sur des épreuves de sélection. Voilà. Et après, une fois que j'ai brossé ça, j'ai quelques missions avec l'équipe de France aussi. Ah, ouais, je pense que... Et derrière, après, il y a le volet formation, où j'interviens notamment sur le DE à Poitiers, dans le cadre du cyclocross, les formations fédérales. Et pour terminer, après, c'est tout ce qui concerne la prévention et la lutte contre le dopage. Et sur la sécurité, où là, j'ai plus des missions transversales, c'est-à-dire mettre en place des séquences spécifiques sur les formations fédérales, au sein du pôle espoir, etc. Voilà, plutôt, on va dire, appuyer le sujet. Ciblé sur le comité, en fait. Voilà. D'accord. Donc justement, comme tu disais, les directives nationales, des fois, tu as des directives nationales et régionales qui ne sont pas données par les mêmes personnes. Avec le président du comité, vous arrivez toujours à avoir la même vision des choses et les mêmes... surtout que c'est des élus, donc c'est des gens qui sont amenés à être là pour un temps... Après, de toute façon, tout est plus ou moins imbriqué, parce que on va dire que c'est l'État et puis les collectivités locales qui financent une grande partie du comité. Donc là-dessus, on a des orientations très spécifiques, notamment au niveau du conseil régional, c'est du Limousin, c'est tourné sur les sports nature. Ouais. Donc ça, dans notre projet de développement régional, on est obligé de prendre en compte cette démarche. La logique, on va dire, la direction technique nationale, c'est sur la logique fédérale, notamment sur tout ce qui est les épreuves de référence. Donc là, déjà, on a notre calendrier qui est établi par rapport à ça.
Et après, l'État, effectivement, donne aussi, notamment dans le cadre du CNDS, des orientations bien spécifiques, qui fait qu'on est obligé de mettre en place aussi des actions pour pouvoir faire rentrer de l'argent dans les caisses. Parce qu'effectivement, l'activité en elle-même, les produits d'activité liés, on va dire, aux licences, aux organisations d'épreuves et tout, ne suffisent pas pour nous permettre de faire vivre l'activité de l'ETR et des équipes régionales. Limousin, c'est un petit comité. Mhm. Au niveau des moyens et enfin, dont tu disposes, et matériel, financier, pour mettre en œuvre des actions, ça Alors, va, t'arrives à... après, voilà, c'est en termes de licenciés bruts par rapport aux autres comités, c'est sûr qu'on a un petit comité. Après, quand on compare par rapport à la tranche de population, on est cinquième ou sixième comité. Donc ça veut dire qu'on a aussi quelque part, même si on va dire nos moyens sont aussi peut-être limités par rapport à des gros comités. Par contre, ça veut dire aussi comme on a moins de licenciés, qui sont dédiés à une plus petite masse. Donc après, effectivement, on n'a pas les mêmes moyens structurels que le comité de Rhône-Alpes, par exemple, qui a X véhicules, voilà. Mais par contre, bon, notamment sur le programme d'action de l'ETR, ça nous permet d'avoir un suivi sur une plus petite, entre guillemets, élite, et donc quelque part de mieux accompagner. Donc je pense qu'on fait moins de saupoudrage, parce qu'on suit, on va dire, un groupe à l'année, sur différentes disciplines, et ça nous permet vraiment de faire du travail de fond, qu'on ne fait pas forcément dans d'autres comités, qui font de la sélection, on va dire, ponctuelle, et qui, je pense, on va dire, vraiment vise on va dire peut-être un très haut niveau de performance, mais par contre peut-être que le travail de fond n'est pas forcément le même, quoi. Donc, nous, on a vraiment un travail de formation qui est très important. Voilà, qui est très important, on mise là-dessus, et après on va dire qu'on n'a pas la densité, notamment sur la route, pour on va dire avoir des équipes, notamment sur les championnats de France, très performantes, parce qu'on a toujours 2-3 coureurs qui marchent, qui sont niveau, mais c'est vrai que quand on se retrouve face à 14 éléments du Pays de la Loire, du Rhône-Alpes et de la Bretagne, on ne peut pas jouer dans le même cours, donc après il faut en être conscient aussi. Et après c'est pour ça qu'aussi on ne cible pas forcément toujours les mêmes objectifs. Donc voilà, après en termes d'accompagnement, ben, nos équipes techniques elles sont présentes sur toutes les disciplines. Donc après voilà, ça nous permet d'avoir un volet d'action aussi assez ouvert. Même si, voilà, après en termes de matériel, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas toujours forcément, notamment sur la piste, on n'a pas les mêmes moyens que aussi des comités spécialisés là-dedans, comme l'Aquitaine ou d'autres, qui ont des moyens financiers très importants sur leur budget matériel, et qui peuvent notamment voilà, se permettre d'acheter des roues articulaires ou voilà, des cadres. Sur l'outil lui-même, après, la piste à Limoges est arrivée, donc ce sera un outil supplémentaire pour travailler voilà. dans une bonne condition. Oui. Pour ça. Et bon, pour finir, tu peux nous décrire un peu une de tes semaines type de CTR Limousin? Alors, une semaine type, après c'est compliqué à dire, parce que selon les périodes, ça peut varier du tout au tout. C'est-à-dire qu'après en période plutôt, j'avais dire période, si on prend comme une saison cycliste, il y a la préparation, c'est-à-dire que on va dire qu'à la fin déjà de la saison précédente, vers le mois d'octobre, on fait le bilan de la saison, donc à tous les niveaux. C'est aussi le moment de faire le bilan comptable, parce qu'il y a la clôture des comptes au niveau du comité qui est le 31 octobre. Donc on fait tout le bilan financier, tout le bilan humain. Donc là je réunis le TR notamment. Et après on prépare la saison. Donc c'est vrai que sur cette période-là, on va dire qu'une semaine type, c'est plus du travail administratif, donc les différents jours de la semaine. Donc faire des comptes rendus, faire des préparations de réunion, faire des documents également de formation, parce que c'est sur cette période-là. Donc ça, c'est octobre-novembre. Voilà, c'est-à-dire que je mets en place les formations fédérales. Donc des fois, ça prend du temps également de préparer des contenus. Après, sur cette période-là également, je travaille dans le cadre de vidéo notamment. Donc à chaque fois, c'est des séquences de 2 jours. Tous les mercredis, ça c'est à l'année, je suis au pôle Aguirre, voire des fois même le jeudi, après-midi. Donc ça me fait également des séquences de travail. Et après, il y a les week-ends avec le cyclocross, où je me rends sur tous les cyclocross quasiment de la région pour à la fois évaluer les coureurs, vu que c'est notre spécialité,
détecter aussi les futurs éléments, et puis après, je vais mettre en place des stages d'initiation dans chaque département, les matins des épreuves, pour aussi former, on va dire, des petites catégories sur ce discipline. Les futurs champions. Voilà. Et donc après, sur les vacances, à chaque fois, aussi bien de Toussaint que de Noël, c'est les stages. Donc il y a des stages de PPG pour préparer les équipes qui se lanceront sur l'année N+1. Et après, sur les vacances de Noël, c'est le stage de préparation pour les championnats de France de cyclocross. Voilà, donc avec la préparation des championnats de France. Et après, arrivé, on va dire, à partir du mois de janvier-février, on va dire que je termine tout ce qui est ce volant en formation fédérale, plus Cyclocross. voilà, cyclocross. Et après, arrivé aux vacances de février, on attaque la saison route, PTT, BMX. Donc ça, c'est la séquence traditionnelle. Où là, effectivement, bon, j'ai pas parlé de la piste l'hiver parce que la piste, moi, je la délègue à un encadrant. Mais voilà, après, sur les différentes disciplines, on fait des stages de préparation spécifiques sur les vacances de février. Donc là, par exemple, je suis parti une semaine avec les cours du Club Limousin sur le Pays Basque. Et la deuxième semaine, j'avais 3 journées dédiées aux stages de détection départementaux, une journée de réunion avec l'interrégion, plus après 2 courses dans la région le week-end. Donc effectivement, après, ça fait partie aussi du travail, quoi. Et après, une fois que la saison est lancée, il y a tous les déplacements sur les compétitions, les retours. Alors moi, comme je travaille tout seul au comité en termes on va dire, sur le technique, c'est-à-dire qu'il y a des secrétaires, on s'occupe pas du tout technique, il faut que je m'occupe aussi de tout ce qui est logistique, donc, les réservations d'hôtels, tout ce qui est lavage de maillots, les bidons, etc., les véhicules. Donc ça c'est plus le versant logistique. Et après, voilà, par exemple, là, à partir du mois de mai, je pars. On amène les 4D faire le trophée maillot le 30 avril et le 1er mai. Ensuite, je pars autour de la Manche avec le Club Limousin du 6 au 11 mai. Après, je pars au Challenge National Junior de 18 au 20 mai. Après, la Ronde de l'Isard de 21 au 25 mai. Et donc, ça fait déjà, on va dire, beaucoup de jours de déplacement sur le mois. Et après, on va dire que voilà, entre-temps, j'ai soit des périodes de repos, soit des périodes de travail administratif pour mettre à jour, pour voilà, faire les comptes rendus financiers. Et, voilà. Donc on va dire toute la période entre le mois de mars et le mois de septembre, on va dire c'est plus des semaines qui sont, on va dire, qui sont liées, on va dire, à mes déplacements, notamment les week-ends ou sur plusieurs jours de course. Voilà. Après, on est une région qui fait le choix de vraiment de travailler sur la formation et sur l'accompagnement de nos coureurs, notamment sur la route et sur les juniors et les espoirs, qui fait que aussi je pars beaucoup sur les courses par étapes notamment, parce qu'on n'a pas de structure club très importante. Donc c'est à la fois un avantage parce que effectivement ça nous permet de laisser les coureurs dans leur club formateur, mais c'est aussi un inconvénient parce que tous nos meilleurs coureurs, au bout d'un moment, sont happés par le système. Et après, voilà, c'est comme on est dans un système concurrentiel, ils sont amenés, on va dire, à quitter la région pour un programme, on va dire, plus important dans des structures de DM. D'où la mise en place du Club Limousin. Tout à fait. Voilà. Voilà. Pour limiter les pertes. Voilà, pour limiter les pertes. C'est-à-dire qu'effectivement, auparavant, alors on ne peut pas se permettre d'avoir un calendrier sur les espoirs élites très important parce qu'on n'avait pas forcément la densité. Depuis 4 ans, on a mis en place un système qui fait que depuis les cadets, on forme les coureurs, on les accompagne également en junior. L'idée, c'est de former, on va dire, pour la suite, et que le club Limousin soit vraiment le dernier étage de la pyramide. Et on voit, cette année, on a un programme qui est équivalent à une équipe de DN2, je pense, parce qu'on a les clubs de DN3 qui ont un programme à eux. Et nous, après, on est complémentaires des clubs et on déplace sur des épreuves de niveau, on va dire, élite, voire international, sur des épreuves encore plus importantes, ce qui nous permet, je pense, à nos coureurs de pouvoir rester dans la région et continuer leur formation et aussi à courir voilà, sur les épreuves régionales. Merci François pour toutes ces explications et bonne continuation et bon vent au Limousin.